merci pour cette invitation. Moi, je suis aussi, enfin, c'est vraiment dommage cette histoire de Covid, hein. J'ai un excellent souvenir des journées antillaises de l'amylose qui avaient été organisées par Jocelyn Namo il y a maintenant peut-être 2 ans, et où on avait fait 2 jours complets sur les amyloses. C'était vraiment 2 bonnes journées avec beaucoup, beaucoup d'échanges et beaucoup de questions. Alors, donc moi, je suis le responsable avec Franck Bridou, qui est néphrologue à Poitiers, du centre de référence des amyloses AL et des autres maladies par dépôt d'immunoglobulines monoclonales, hein. J'en reparlerai, mais c'est tout ce qu'on appelle les MGCS maintenant, les monoclonales gammopathy of clinical significance. Donc on travaille en réseau à partir de nos 2 centres de référence. Il y a 25 centres de compétences tout autour du territoire métropolitain et puis à La Réunion. Et puis, on fait un RCP au début tous les mois, puis il y avait trop de malades toutes les 3 semaines, et maintenant environ tous les 15 jours. Et on a discuté depuis 2014, où on a commencé, maintenant, on a recompté là aujourd'hui 1239 dossiers. Donc ça, si vous avez des avis à me demander, vous pouvez me contacter directement, ou vous pouvez présenter votre malade à la RCP. Il suffit de m'envoyer un mail, hein, arnaud.jacquard@chu-limoges.fr, et on vous envoie les codes de connexion et la fiche à remplir. On faisait jusque-là avec plutôt des conférences téléphoniques, et là maintenant on va faire avec un système de webconférence. Donc les amyloses AL sont toujours liées à l'existence d'une cellule B monoclonale qui est pour la plupart du temps un plasmocyte, qui fabrique un anticorps monoclonal avec, en général, mais pas toujours, un excès de chaînes légères. Et puis ces chaînes légères commencent à s'agréger au niveau du sérum, et puis elles vont s'empiler les unes sur les autres pour donner ces fibrilles extrêmement bien organisées, hein. Ça fait des protofilaments, et puis elles s'enroulent comme un câble d'acier, et elles donnent donc ces fibres d'amylose qui sont assez résistantes à la protéolyse, qui se déposent dans les organes, là de façon complètement désorganisée, et en fixant la protéine dont on reparlera un peu plus tard, qui s'appelle la SAP, la sérum amyloïde protéine, qui a beaucoup d'affinité pour ces fibrilles d'amylose et qui les rend résistants à la protéolyse. Donc ça se dépose, là c'est dans un glomérule rénal, un peu comme un Mikado, de façon complètement inorganisée. Du fait de sa structure, la fibrille acquiert la capacité de fixer le rouge Congo avec ce dichroïsme jaune-vert, et puis ça va donner l'ensemble des signes cliniques, comme il peut y avoir des dépôts d'amylose partout en dehors du cerveau, où les fibres, les chaînes légères ne pénètrent pas. Ça va donner beaucoup de signes cliniques. Et un signe clinique vraiment qu'il ne faut pas rater, c'est ces hématomes des paupières qui font que vous faites le diagnostic quand le patient rentre dans la salle de consultation. Alors, il y a différentes formes d'amylose AL, il y a plein d'autres amyloses, on verra, mais dans les AL, il y a les amyloses systémiques, hein, c'est les plus fréquentes, et dans ces amyloses systémiques, il y a la production d'une chaîne légère monoclonale au niveau, la plupart du temps, de la moelle, et la plupart du temps, c'est plasmocytaire, plutôt MGUS, où on verra myélome de stade 1. Et donc, elle se dépose dans les organes périphériques à partir de la moelle, le rein, le cœur, le foie, le nerf, le tube digestif, les tissus mous. Et donc, on a l'ensemble de ces atteintes cliniques qui sont extrêmement nombreuses et que je n'ai pas le temps de détailler. Les deux plus fréquentes, c'est le cœur et le rein. Et sinon, on a les macroglossies, des atteintes musculaires, neurologiques, digestives, hépatiques, des atteintes spléniques responsables d'asplénie avec des corps de Joly et souvent une thrombocytémie, des atteintes pseudotumorales au niveau des glandes salivaires, très fréquemment un canal carpien, des atteintes osseuses et articulaires et des atteintes pulmonaires. Ça peut vraiment donner un peu n'importe quoi comme atteinte. C'est extrêmement protéiforme, la présentation des amyloses. Et puis, il y a les maladies localisées qui sont complètement différentes, qui sont liées à une prolifération B localisée, qui est soit lymphoplasmocytaire ou lymphomateuse, soit un plasmocytome localisé. Et là, les fibrilles vont se déposer autour des cellules et elles vont en quelque sorte étouffer la prolifération qui est très très peu agressive en général.
Et des amyloses localisées, il peut y en avoir un peu partout. Au niveau de l'œil, là, c'est des lymphomes de Malte de l'œil. Au niveau de la sphère ORL, c'est relativement fréquent et ça peut être très embêtant quand ça touche la trachée et les bronches. Au niveau pulmonaire, avec ses formes nodulaires, au niveau cutané, au niveau digestif. Là, dans l'arbre urinaire, au niveau d'un uretère, ça va donner une symptomatologie de colique néphrétique. Et puis, il peut y avoir des formes neurologiques avec un lymphome de bas grade cérébral et une amylose qui se forme autour des cellules lymphomateuses. Donc ça, c'est des formes très embêtantes et difficiles à traiter. Alors, ces formes localisées, elles ne demandent pas la plupart du temps une chimiothérapie systémique, hein. C'est vraiment des traitements locaux, le laser pour l'ORL, la chirurgie pour les yeux, et éventuellement, dans les formes graves, une radiothérapie. Alors, l'amylose AL systémique, c'est rare, mais ce n'est pas exceptionnel. On a trouvé la même incidence que Kyle à Rochester, à la Mayo Clinic. C'est 12,5 cas par million d'habitants, ça c'était en Limousin. Donc c'est un peu comme la maladie de Vaquez, un peu plus que la LMC, un peu moins que les lymphomes folliculaires, mais c'est une maladie qui n'est pas exceptionnelle. Et comme les gens vivent relativement longtemps maintenant, la prévalence est relativement importante. Il doit y avoir à peu près 5 à 6 000 personnes en France qui vivent avec une amylose systémique. Alors, il y a les amyloses AL, hein, c'est 70% de ces amyloses systémiques, si on en croit cette figure du centre italien, mais il reste les amyloses A qui sont de moins en moins fréquentes avec le meilleur traitement des maladies inflammatoires ou infectieuses, et puis surtout les amyloses héréditaires qui vont poser problème pour le diagnostic. Et il va vraiment falloir faire attention de ne... Pardon ? On va typer en faisant une immunofluorescence sur prélèvement congelé pour les AL. Il faut absolument avoir des prélèvements congelés, sinon ça ne marche pas bien. Il faut faire de l'immunohisto pour les amyloses A et les amyloses héréditaires. Sinon, on va faire de l'immunoélectronique, comme sur la plaque en bas à droite. On va faire un génotypage à la recherche des amyloses héréditaires, et puis on peut faire de la spectrométrie de masse avec des microdissections des dépôts d'amylose, et puis la protéomique qui va nous dire quelle protéine se trouve à l'intérieur de nos dépôts. Et bien sûr, tout ça après avoir objectivé avec une coloration du rouge Congo et la biréfringence jaune-vert qu'il y a bien une amylose, en général avec des biopsies non invasives. Et ce qu'on fait, nous, en première intention, c'est glandes salivaires et graisse sous-cutanée. Et avec ça, on a environ 80 à 90% des patients chez qui on va découvrir des dépôts d'amylose, un peu moins chez qui on va pouvoir les typer. Quand on n'arrive pas à faire le diagnostic ou pas le typage, on va faire des biopsies d'un organe atteint, et en particulier des biopsies rénales qui sont également intéressantes parce qu'elles vont permettre de prédire un petit peu le devenir des patients et la gravité de l'atteinte rénale. Alors ça, c'est vrai dans les pays riches, c'est beaucoup moins vrai dans les pays en voie de développement. Et par exemple, sur cette étude faite en Tunisie, il y avait 67% qui étaient des amyloses AA. Donc, ce n'est pas du tout la même fréquence, hein, à cause de l'âge plus jeune des patients, ou avec moins d'immunoglobulines monoclonales, et puis également parce que les maladies infectieuses et inflammatoires sont moins bien traitées. Sinon, il y a une amylose qui est devenue vraiment fréquente et qui n'est plus une maladie rare, hein, et ça a été reconnu progressivement de plus en plus depuis maintenant 3-4 ans, c'est les amyloses séniles, les amyloses par dépôt de transthyrétine sauvage. Quand la transthyrétine est mutée, ça donne l'amylose, les formes neurologiques familiales, en particulier l'amylose portugaise avec une atteinte neurologique et une atteinte cardiaque. Mais la transthyrétine peut se déposer dans le cœur des vieux hommes, surtout des hommes, et c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. C'est 25% des hommes de plus de 80 ans qui ont de l'amylose à transthyrétine quand on fait des autopsies au niveau du cœur. Donc c'est 80-90% d'hommes. C'est difficile à diagnostiquer jusqu'à ce qu'on ait, on va voir, la scintille osseuse, parce que les biopsies extracardiaques sont souvent négatives, que ces patients ont très souvent des immunoglobulines monoclonales parce qu'ils sont âgés.
Et pour dire que c'est une amylose sénile, il faut une analyse génétique négative. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de mutation de la transthyrétine, en particulier pour les populations noires, hein, la VAL 122, qui donne une prévalence relativement importante d'atteinte d'amylose cardiaque chez les gens qui en sont porteurs, mais c'est des amyloses qui vont commencer très tard, vers 70-75 ans. Pour vous donner une idée de la prévalence, dans cette étude qui a regardé chez des patients qui avaient un TAVI, hein, un remplacement valvulaire aortique par voie percutanée, sur 101 patients, 14 avaient une amylose transthyrétine. Et surtout sur les études qui ont été faites sur des scintigraphies osseuses faites pour d'autres étiologies comme les cancers de la prostate, et par exemple cette étude espagnole où il y a 1114 patients, pour résumer, quand on prend les gens de plus de 75 ans, il y a 4,15% des hommes qui fixent à la scintigraphie et qui ont donc une amylose à transthyrétine. Donc, ce n'est plus du tout une maladie rare, et c'est de l'ordre de 200 000 personnes à peu près en France qui vivent avec une amylose à transthyrétine cardiaque. Et effectivement, on voit de plus en plus de patients. Alors, la scintigraphie osseuse, hein, la scintigraphie qu'on fait pour retrouver des métastases osseuses, est extrêmement utile pour faire le diagnostic. Chez les patients avec une amylose à transthyrétine, ça va fixer de façon intense au niveau du cœur, et c'est relativement spécifique, c'est très sensible. Il y a une seule forme, une mutation très rare de la transthyrétine qui ne fait que l'amylose à transthyrétine cardiaque ne fixe pas, sinon c'est toujours positif, même avant qu'il y ait des images d'amylose à l'écho ou à l'IRM. Le problème étant qu'il peut y avoir chez 8% des patients avec une amylose AL une fixation cardiaque qui est en général moins importante, mais il faut quand même le savoir que une fixation à la scintigraphie sur le cœur, ça fait le diagnostic d'amylose dans la majorité des cas, mais il y a un petit nombre qui sont des amyloses AL. Par contre, une scintigraphie négative n'élimine absolument pas une amylose AL. Donc, il y a maintenant 5 ans, cet algorithme qui a été proposé. Donc, quand il y a des éléments qui font penser, écho ou autre, qu'il y a IRM, qu'il y a une amylose cardiaque, on fait une scintigraphie osseuse. Et si la scintigraphie osseuse fixe de façon homogène sur le cœur, avec un grade 2 ou un grade 3, où elle efface, où le cœur efface la fixation du squelette, et s'il n'y a pas d'immunoglobuline monoclonale avec toutes les techniques qu'on peut utiliser, en particulier le dosage de chaîne légère libre, à ce moment-là, le diagnostic d'amylose cardiaque à la transthyrétine est fait. Il n'y a pas besoin de faire des biopsies, et ce qui est très important pour les patients qui sont souvent très âgés. Et après, il faut faire un génotypage pour savoir si c'est une forme héréditaire ou une forme acquise sénile. Par contre, s'il y a une immunoglobuline monoclonale, il faut se poser la question d'une amylose AL. C'est effectivement très grave de ne pas traiter une amylose AL cardiaque. Et donc, il faut vraiment faire attention de ne pas se tromper de diagnostic. Évidemment, pas traiter une amylose sénile par chimiothérapie, mais pas rater le diagnostic d'une amylose cardiaque AL. Alors, qu'est-ce que c'est l'amylose sénile? C'est des patients âgés, surtout des hommes, surtout après 70 ans, mais le patient le plus jeune de la Mayo Clinic avec 48 ans, donc ça peut commencer relativement tôt. C'est des gens qui ont en général un antécédent de canal carpien bilatéral opéré quelques années avant, qui ont une atteinte cardiaque prédominante, qui sont souvent des anciens sportifs, qui ont un canal lombaire étroit, souvent une rupture du biceps avec cet aspect du biceps qui se rétracte, un syndrome d'apnée du sommeil, qui sont un petit peu sourds très souvent. Donc il y a des dépôts d'amylose un peu partout dans les tendons et souvent les articulations. Il y a une évolution très lente de la cardiopathie, un aspect écho-IRM qui est identique aux amyloses AL, mais avec des marqueurs cardiaques qui sont beaucoup moins élevés pour le même degré d'atteinte. L'absence d'immunoglobuline monoclonale, c'est très en faveur, mais dans l'autre sens, il y a beaucoup de MGUS chez ces patients âgés. Ce n'est pas parce qu'un patient a une MGUS et une amylose cardiaque que c'est une amylose AL. Alors, c'est important de les diagnostiquer parce qu'il y a des traitements. Le tafamidis qui a été montré comme réduisant la mortalité de 30% dans cette étude randomisée contre placebo du New England, et puis les nouveaux traitements qui inhibent la fabrication de la synthèse par le foie de transthyrétine, un peu comme nous, on empêche la synthèse des chaînes légères avec les chimios. C'est des ARN interférents ou des ARN antisens. Ça marche très très bien dans les amyloses neurologiques et ça va probablement très bien marcher
dans les cardiopathies amyloïdes avec des amyloses séniles. Donc vraiment, ne pas rater ce diagnostic. Hein, c'est au moins la moitié des insuffisances cardiaques des patients âgés à fraction d'éjection préservée sont des amyloses, et donc il faut faire le diagnostic. Donc sinon, si on revient aux amyloses à elles, il faut faire un diagnostic précoce pour éviter d'avoir ce type de courbe de survie, une médiane de 7 mois, malgré un traitement par chimiothérapie, dans cette série de 346 patients européennes, des stades 3 de la Mayo Clinique, c'est-à-dire des patients avec une amylose cardiaque grave. Quand vous avez une amylose cardiaque symptomatique, si vous ne traitez pas votre malade ou si vous n'êtes pas efficace, la médiane de survie, c'est 5 mois. Donc, il faut absolument faire le diagnostic avant pour avoir des patients qui vont survivre longtemps. Alors, comment on peut faire pour évoquer le diagnostic? C'est facile quand il y a ce type d'hématome, en particulier au niveau des paupières, mais ça peut être des hématomes ailleurs. Hein, c'est la peau les capillaires cutanés qui sont fragilisés par le dépôt d'amylose et les régions qui bougent comme les paupières ou qui sont traumatisées comme avec une poire à ECG par exemple, ben, il va y avoir des hématomes et quelquefois on voit les hématomes et on voit des dépôts d'amylose jaunâtres au niveau cutané. L'autre chose qui doit faire le diagnostic, c'est les macroglossies. Il n'y a pas beaucoup de diagnostics différentiels. Les gens ont une langue qui s'épaissit avec l'empreinte des dents sur la langue et ça peut aller jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à ouvrir la bouche et ils ne soient plus capables de manger. Ça peut être très embêtant comme atteinte et ça va régresser très lentement après traitement. Donc, quand est-ce qu'il faut penser à une amylose à elle? Chaque fois, évidemment, qu'on a une immunoglobuline monoclonale avec une protéinurie faite d'albumine, chaque fois que vous voyez une MGUS ou un myélome, en particulier un myélome peu évolutif, il faut faire une protéinurie, mais il faut faire une électrophorèse des protéines urinaires pour voir s'il y a beaucoup d'albumine. Si vous avez plus de 30% d'albumine, il faut penser que votre malade a un syndrome néphrotique, et en particulier une amylose qui a une immunoglobuline monoclonale. Il faut y penser quand on a un gros cœur, une cardiopathie hypertrophique, un microvoltage sur l'ECG, dans les dérivations périphériques comme chez ce malade, avec un rabotage des ondes R en V1, V2, une onde Q en V1, V2 qui fait faire le diagnostic d'infarctus postérieur. Donc ça, il faut vraiment connaître ça, parce que ces patients, ils sont essoufflés, ils ont un aspect d'infarctus sur l'ECG quand ils arrivent aux urgences, on leur fait la troponine qui est élevée, et ils ont une coronarographie qui est normale, et on leur dit c'est pas cardiaque. Donc ça, vraiment, il faut faire le diagnostic, et les cardiologues le font de mieux en mieux, heureusement. Chaque fois qu'il y a une neuropathie avec une dysautonomie, la neuropathie, elle ressemble un peu à celle du diabète, c'est une atteinte des petites fibres, une analgésie thermoalgique, et puis c'est une neuropathie longueur dépendante qui va toucher les pieds, remonter jusqu'aux genoux, et à ce moment-là, toucher les mains, et qui s'accompagne très souvent d'une dysautonomie, avec des gens qui peuvent aller jusqu'à être grabataires, parce que quand ils se mettent debout, ils ont une tension qui descend à 4 et ils tombent dans les pommes. Donc ça, c'est assez typique. Et la dysautonomie de la neuropathie, ça donne beaucoup aussi de diarrhée, qui peut être extrêmement invalidante. Chaque fois qu'on a une hépatomégalie inexpliquée avec une élévation des phosphatases alcalines et des gamma-GT, un foie qui marche relativement bien, il faut s'aider du fibroscan qui va montrer une grande dureté du foie, chaque fois évidemment qu'on a un syndrome du canal carpien. Et puis quelque chose qui n'est pas très connu, un dégoût alimentaire, une agueusie. 30% des malades avec une amylose à N n'ont plus de goût, et donc ils ne mangent plus, et donc ils maigrissent. Et quand il n'y a que ça comme signe, le diagnostic n'est pas du tout évident. Et sinon, comme 95% des patients ont une protéinurie supérieure à 0,5 g par 24 heures, et ou un NT-proBNP, qui est un marqueur d'atteinte cardiaque élevé, chaque fois que vous avez une MGUS et des chaînes légères élevées, il faut faire un dépistage systématique en faisant une protéinurie pour l'atteinte rénale et un dosage de NT-proBNP pour l'atteinte cardiaque, et puis un dosage de phosphatase alcaline pour l'atteinte hépatique. Et comme ça, vous pouvez dépister chez vos patients avec une MGUS pratiquement 100% des malades avec une amylose. Alors, le traitement va consister à renverser l'équilibre qu'il y a entre la formation des dépôts qui est liée au taux des chaînes légères qui circulent dans le sang et l'élimination lente, naturelle, probablement par les macrophages des fibrils d'amylose. Et donc, on va essayer évidemment de tuer les cellules qui fabriquent, les plasmocytes en particulier. Et puis à ce moment-là, on va renverser l'équilibre élimination-formation des dépôts
et puis la maladie va s'améliorer. Et il faut vraiment expliquer aux malades que la chimio ne joue pas sur les dépôts eux-mêmes. La chimio joue uniquement sur les chaînes légères, et une fois que les chaînes légères sont basses, les dépôts vont s'éliminer progressivement. Euh, et vraiment, si le taux de la protéine baisse, la protéine monoclonale, donc la chaîne légère monoclonale, les atteintes cliniques vont s'améliorer, souvent de façon très lente et de façon différente, suivant les organes et suivant les patients. Le foie, ça va assez vite, comme chez ce malade qui rechutait d'une atteinte hépatique. On voit les chaînes légères kappa qui montent, qui montent, qui montent, et à un moment, le foie qui était très malade au début, qui avait complètement récupéré, on voit les gamma-GT qui montent jusqu'à 900, et on est efficace. On traite ce malade, les chaînes légères baissent de façon importante et on voit que les gamma-GT reviennent à la normale. Ce patient, il a été traité en 2008, 13 ans après, il est toujours en rémission. Vous verrez, on a des rémissions très longues dans les amyloses AL quand on les traite, beaucoup plus longues que dans les myélomes. Donc, autre exemple de patient qui, lui, élimine très très vite les dépôts d'amylose, ce qui n'est malheureusement pas le plus fréquent. Donc, un patient qui a une atteinte cardiaque et rénale, avec cette échographie tout à fait typique d'amylose, qui a un septum qui est très élargi, qui a une dilatation de l'oreillette gauche, qui a un petit ventricule gauche et qui a un petit épanchement péricardique. Et ce patient, il avait presque 35 000 de NT-proBNP. On est efficace, on le met en rémission complète très vite. Et en 4 mois, il a un NT-proBNP qui descend à 5 000. Et il avait 12 grammes d'albumine avec 10 grammes de protéinurie. Et pareil, en 4 mois, il se retrouve avec une albumine quasiment normale. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Lui, il doit avoir des macrophages qui marchent très, très bien et qui ont permis d'éliminer les dépôts très vite. Sinon, ça ne va pas vite, comme chez cette patiente qui, elle, met 4 ans pour avoir 50% de baisse de la protéinurie alors qu'elle est en rémission complète après chimiothérapie. Et donc, on ne peut pas utiliser la réponse clinique pour monitorer le traitement. Il va falloir absolument juger de la réponse sur le dosage des chaînes légères libres, qui est la protéine responsable de ces dépôts d'amylose. Donc, il faut, avant de traiter une amylose AL, avoir une quantification précise de cette protéine monoclonale. Et dans 85% des cas, on va avoir un dosage de chaîne légère libre anormal qui vont nous permettre de suivre l'efficacité du traitement. Et dans les autres cas, on va se fier au taux du pic monoclonal quand il est mesurable. Le dosage des chaînes légères libres, il faut savoir l'interpréter. C'est clonal quand il y a un déséquilibre kappa lambda comme chez ce malade, 225 de lambda, 13 de kappa, qu'on sort du rapport normal 0,26 à 1,65. Mais il faut savoir qu'il y a des augmentations polyclonales dans les hypergamma ou dans les insuffisances rénales, comme chez ce patient, qui a une élévation importante des kappa et des lambda, mais elle est équilibrée, donc ce n'est pas clonal. Donc, il ne faut pas décider sur un seul dosage parce que quelquefois, c'est un peu aberrant. Ça ne remplace pas la recherche d'albuminurie. Et puis, il y a ce qui est un peu compliqué maintenant, 3 tests, Binding Site, Siemens et Celia. Et ça, par exemple, c'est le suivi avec Siemens et Binding Site, c'est relativement parallèle, mais les valeurs ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas interchanger chez le même malade des tests différents. Et il faut savoir qu'il y a des pièges, et en particulier quand on utilise le test le plus utilisé, qui est Freelite de Binding Site, les kappa vont être beaucoup plus élevés que les lambda quand il y a une insuffisance rénale, et un rapport jusqu'à 3,10 kappa sur lambda va être normal chez un dialysé. Donc ça, c'est vrai avec Binding Site, ce n'est pas vrai avec Siemens. Il faut savoir quel test on utilise. Quand on utilise Binding Site, on peut avoir 150 de kappa et 50 de lambda chez un dialysé, et ce n'est pas clonal. Et on peut par contre avoir 150 de kappa et 150 de lambda toujours chez un dialysé. Et là, on peut avoir 100 mg de chaîne légère lambda clonale. Donc, il faut vraiment interpréter au coup par coup, suivant la situation du malade, ce dosage des chaînes légères. Et ça ne sert à rien de s'inquiéter de l'augmentation de la chaîne légère non impliquée. Donc ça, c'est pas si l'amylose est kappa, elle est kappa. Si elle est lambda, elle est lambda. Elle ne va pas changer en cours d'évolution. Et donc, on s'est mis à plusieurs centres de référence pour définir ces critères de réponse, avec la réponse complète en bleu où les malades vont très bien, la très bonne réponse partielle où la DFLC, la différence entre la chaîne légère monoclonale et la polyclonale est inférieure à 40, en vert où ils vont relativement bien. La réponse partielle, c'est une baisse de 50% de cette DFLC, c'est moins bien, et les patients qui sont non répondeurs vont mal dans les amyloses. Maintenant, la survie des patients avec une amylose est meilleure que celle des patients avec un myélome évolutif, mais sauf pour les non-répondeurs, où là, les patients avec une amylose vont mourir plus vite.
Donc, pour traiter une amylose à L, il faut savoir qu'est-ce qu'on traite et donc il faut avoir une idée précise de l'hémopathie responsable. Et donc, il faut faire un myélogramme ou une BM, une cytométrie de flux, une étude génétique. Quand c'est plasmocytaire, il faut faire un squelette. Si c'est une IgM monoclonale, ce qui a un peu moins de 10% des malades, il va falloir faire le diagnostic d'une maladie de Waldenström ou d'un lymphome, rechercher des ganglions, une splénomégalie. Dans 90% des cas, c'est plasmocytaire, et dans ce cas-là, on a plutôt une IgG, une IgA ou des chaînes légères seules, dans 50% des cas. Dans moins de 10%, c'est B, c'est plutôt IgM, mais la Mayo Clinic a sorti une étude récemment sur 75 patients et qui montrait qu'en fait, 25% des patients avec une atteinte, avec une amylose IgM, avaient une maladie plasmocytaire au niveau médulaire, et donc un myélome à IgM en fait. Et dans ce cas-là, beaucoup de translocations 11-14. Les autres avaient plutôt un équivalent de maladie de Waldenström avec des mutations de MYD88. Donc, il faut caractériser ces cellules clonales pour pouvoir donner le traitement adapté. Et quand c'est plasmocytaire, le pic monoclonal est le plus souvent peu élevé. La plupart du temps, c'est un MGUS ou un myélome de stade 1. Il y a très peu de myélome évolutif, au moins au diagnostic. L'index prolifératif est bas. L'évolution vers un myélome symptomatique n'est pas très important. Sur 1596 patients de la Mayo Clinic, il n'y en a que 6 qui évoluaient vers un myélome symptomatique. Donc, c'est vraiment une monoclonale gammapathie of clinical significance. Et je vous engage à lire cet excellent papier qui a défini cette entité, publié dans Blood il y a 3 ans, où vraiment ça décrit toutes ces maladies qui sont liées à des petits clones B dangereux, sans prolifération maligne importante, mais avec beaucoup de conséquences du caractère toxique de l'immunoglobuline monoclonale. Le pronostic, c'est l'atteinte cardiaque, et donc il va falloir l'évaluer de façon précise, par écho, IRM, ECG, Holter, étude de la Disney, marqueurs cardiaques. Les marqueurs cardiaques, ça permet de définir le score de la Mayo Clinic, où on prend la troponine et le NT-proBNP. Le stade 1, les deux sont normales, ils vont bien, il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Le stade 2, il y a une atteinte cardiaque pas trop sévère, un est normal et l'autre est élevé. Et le stade 3, où les deux sont élevés, c'est là que il y a les patients les plus graves. On utilise la troponine ultra sensible maintenant, essentiellement. Le seuil, c'est 50 nanogrammes par ml. Il faut savoir que ces marqueurs varient avec la fonction rénale. Il faut les interpréter comme le dosage des chaînes légères avec la clearance. Alors, il y en a, c'était le score classique de la Mayo qui a été défini, publié en 2004. Et puis, on a modifié ce score, les équipes européennes, pour faire 2 stades 3, 3A avec un NT-proBNP à moins de 8500, stade 3B plus de 8500, et puis la Mayo Clinic a décrit un nouveau score en 2012 en rajoutant la DFLC, et effectivement, quand vous avez beaucoup de chaînes légères, les maladies, au moins statistiquement, évoluent plus vite et le pronostic est moins bon. Mais ce qui permet le mieux de définir ces malades les plus graves, qui vont mourir le plus vite, avec une médiane de survie d'environ 3 mois, c'est ce stade 3B de la Mayo Clinic, avec le NT-proBNP très élevé. Et il faut tout faire pour faire le diagnostic des malades avant qu'ils en arrivent là. C'est vraiment dramatique. Ces malades, on en perd à peu près 60% dans les 3-4 mois qui suivent le diagnostic et le début du traitement. L'amylose cardiaque, c'est une cardiopathie restrictive. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, le volume de la chambre d'éjection du ventricule gauche diminue petit à petit, et la fraction d'éjection va rester longtemps normale, et c'est un peu expliqué dans ce schéma qu'a fait Olivier Lérez de Toulouse. La fraction d'éjection va rester longtemps normale parce que même si le cœur pompe de moins en moins bien, que la fraction d'éjection devrait diminuer, mais comme la quantité de sang qu'il y a dans la chambre d'éjection du ventricule gauche diminue aussi, le rapport reste normal, et donc ce n'est pas un bon moyen d'évaluer la gravité de l'atteinte cardiaque. L'atteinte cardiaque, il faut vraiment, du fait que le volume du ventricule gauche est petit, il y a peu de sang qui est éjecté à chaque systole, et donc les bradycardies sont très mal tolérées. Il faut absolument éviter les bêta-bloquants. Et l'équipe du centre d'amylose de Londres a fait une étude avec des haltères implantables chez 20 patients qui étaient très graves, puisqu'ils vont décéder, 13 vont décéder dans une médiane de 61 jours. Et ils ont montré avec ces haltères implantables que tous les malades décédaient en fait de bradycardie,
avec un seul épisode de tachycardie ventriculaire. Donc c'est vraiment ce qu'on doit craindre chez ces malades, c'est la bradycardie progressive. Il faut éviter tous les médicaments bradycardifiants chez eux, en particulier les bêta-bloquants. Il faut, dès qu'ils deviennent bradycardes, même s'ils ont un rythme sinusal, il faudra leur mettre un pacemaker. Le traitement qui marche bien, c'est les diurétiques, souvent à porte dose en combinant les différents diurétiques. Il faut absolument les anticoaguler s'il y a une arythmie, parce qu'ils vont faire des thromboses et des AVC. Seul antiarythmique qu'on peut utiliser facilement, c'est la cordarone. Donc les pacemakers, on en met de plus en plus. Et ils sont la plupart du temps hypotendus. Tous les patients avec une amylose cardiaque un peu sévère sont hypotendus, même quand ils étaient hypertendus auparavant. Et donc, il faut éviter les médicaments hypotenseurs comme les IEC, les inhibiteurs calciques. Le rein, c'est pareil, plus on va faire le diagnostic tôt, mieux c'est pour éviter la dialyse aux malades. Donc on regarde la créatinine, la protéinurie, l'électrophorèse des protéines urinaires et l'albumine. Et donc sur ce schéma, vous voyez que quand vous avez une maladie qui est relativement peu évoluée, avec une clairance supérieure à 50 et une protéinurie inférieure à 5 grammes, vous avez moins de 3% d'être dialysé à 2 ans. Quand vous avez les deux dans l'autre sens, moins de 50 de clairance et plus de 5 grammes de protéinurie, vous avez 60% de chances d'être dialysé à 2 ans. Donc, il faut faire le diagnostic tôt de ces atteintes rénales. On va regarder le foie, la taille, la clinique, l'échographie, le fibroscan, le bilan hépatique. C'est gravissime quand la quand la bilirubine est élevée, hein, même pas très élevée, comme là, le seuil était à 34 micromoles par litre. Dans cette vieille étude de la Mayo Clinique, médiane de survie de ceux qui avaient une bilirubine supérieure à 34, 2 mois, donc c'est encore plus grave que l'atteinte cardiaque. Il va falloir être, comme ça arrive, être très rapidement efficace, faire baisser les chaînes légères très très vite, sinon vous allez perdre votre malade. On va s'intéresser au tube digestif, la clinique, voir s'il y a de la diarrhée, s'il y a d'autres signes, faire la ferritine pour détecter les segments, et puis éventuellement les explorations endoscopiques qui sont souvent pas utiles, mais qu'on va faire par exemple avant une greffe d'organes pour être sûr qu'il n'y a pas un risque important de segments digestifs. Et au niveau des nerfs, le plus important c'est la clinique, la recherche d'une hypotension orthostatique, éventuellement l'OMG et puis les scores type ONLS. Les traitements ont beaucoup évolué depuis les années 90, où on utilisait l'association melphalan-prednisone, l'alexanien, avec 30% de réponse et une médiane de survie de 1 an et demi pour les malades. Et puis les autogreffes qu'on avait commencé à utiliser dans le myélome ont été utilisés. Ça a beaucoup augmenté le taux de réponse. Et puis nous, en même temps que les Italiens, on a introduit le melphalan-dexaméthasone, donc l'association melphalan et Dexa, et en passant de la prednisone à la dexaméthasone, on est passé de 30 à 67% de réponse, et à une survie qui est passée à plus de 5 ans, et même dans ce suivi au long terme de l'étude italienne qui avait été publiée dans Blood en 2014, à 7,3 ans. Donc on est passé de MP à MDEX de 1,5, d'un an et demi à plus de 7 ans de survie. C'est vraiment un bon traitement dans les amyloses AL. Et nous, on avait comparé entre 2000 et 2005 les deux, l'autogreffe et le MDEX. Et comme il y avait beaucoup moins de décès toxiques avec le MDEX et autant de réponses, la survie était bien meilleure avec le MDEX qu'avec les autogreffes. On avait publié ça dans le New England. Et on a abandonné à ce moment-là les autogreffes dans l'amylose. Et on a regardé 10 ans après s'il y avait un avantage d'avoir reçu une autogreffe. Et même ceux qui étaient vivants à 6 mois, qui avaient reçu leur traitement, donc avec 0% de toxicité et 100% de faisabilité, il n'y avait aucun avantage. Donc vraiment, on pense que ce n'est pas un traitement d'avenir, surtout avec l'arrivée des nouveaux médicaments. Les autogreffes, il y a beaucoup de papiers qui ont dit que c'était le meilleur traitement des amyloses, parce qu'en fait, c'est les bons patients qui sont autogreffés. Et quand on regarde cette étude avec l'association bortezomib endoxandexaméthasone, ce qu'on appelle le VCD, les Américains, le CyBorD, on voit que pour les patients qui n'ont pas d'atteinte cardiaque, c'est 100% de survie à 5 ans. Donc ensuite, tous les traitements du myélome ont été introduits, le thalidomide, et puis ce qui a vraiment changé les choses, c'est l'inhibiteur du protéasome, le bortezomib, avec jusqu'à 94% de réponse. On était parti de 30% avec le MP, là on arrive à 94%, ce qui fait dire que c'est vraiment des réponses exceptionnelles dans cette éditoriale. Et ça, c'est lié au fait que les oligomères de chaînes légères, les chaînes légères qui commencent à s'agglomérer à l'intérieur du plasmocyte, le rendre
fragile, il est stressé, comme le montre le papier qui est en bas là, et donc ça va lui donner une grande sensibilité aux inhibiteurs du protéasome qui essaient d'éliminer toutes ces chaînes légères anormales, et à la dexaméthasone, et donc avec une réponse excellente. Donc ce qu'on a fait en France, c'est qu'on avait, à partir de 2007, traité les malades par melphalan Dexa, et puis on rajoutait du bortezomib, d'autant plus rapidement qu'il y avait une atteinte cardiaque, et puis après 2011, on a fait du VCD, en première ligne pour les patients avec une atteinte cardiaque grave et des traitements relativement courts pour éviter les myélodysplasies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir dans cette maladie. Plus la présentation est grave, plus l'atteinte cardiaque est grave, plus vite il faut avoir une réponse. Sur ces courbes de 130 patients de notre base de données, c'est les patients non répondeurs à 3 mois. Ceux qui n'ont pas d'atteinte cardiaque, les stades 1, ils vont bien. Ils survivent parce qu'on a le temps de changer de traitement et de les récupérer. Les stades 2, ils survivent relativement longtemps, mais il faut quand même se dépêcher pour changer le traitement. Les stades 3, si on rate le traitement au début, ils ne survivent pas du tout. Donc, plus la maladie est sévère, plus vite il faut obtenir une réponse. On peut avoir ce type de réponse avec le MDEX, réponse complète après un cycle et 11 ans de rémission. Donc, chez cette dame qui avait une atteinte cardiaque sévère. Donc, le MDEX, ça reste un bon traitement pour les malades les moins graves. Par contre, quand on fait un traitement, on fait un MDEX et on voit qu'on n'a quasiment pas de réponse après un mois, à ce moment-là, on introduit un autre médicament, en particulier le bortezomib, et là, on peut avoir une réponse complète secondaire, là aussi, qui peut être très, très prolongée. Donc, c'était notre algorithme jusqu'à il y a maintenant 2-3 ans, où on faisait du MDEX au stade 1, stade 2, puis on rajoutait du bortezomib, et on faisait du VCD dans les stades 3. Alors, est-ce que c'est toujours valable ce référentiel en 2021 ? Ces critères de réponse que je vous avais montrés, ils sont challengés parce que maintenant on se rend compte que d'avoir une meilleure réponse, c'est mieux. Et en particulier, un critère qui est tout simple, c'est d'avoir une DFLC, une différence entre la chaîne légère clonale et la polyclonale inférieure à 10 mg. C'est la courbe jaune, c'est ce qui donne la meilleure survie. Et donc là, maintenant, on a tendance à essayer d'avoir au maximum des réponses complètes avec une normalisation des chaînes légères et une DFLC le plus bas possible. Et puis, comme dans le myélome, la MRD commence à être utilisée dans l'amylose. Je n'ai pas le temps de détailler, mais quand les malades sont en réponse complète et qu'ils ont une MRD négative, ils ont une meilleure évolution, une meilleure réponse d'organes. Et à la Mayo Clinique, ils font de la protéomique sur sérum. C'est une technique qui commence à arriver pour détecter ce qui reste comme chaîne légère clonale, même si le taux des chaînes légères est normal. Les autres critères de choix, qu'est-ce qui va faire que le malade est plus grave ? C'est quand il y a beaucoup de plasmocytes. La médiane des plasmocytes dans l'amylose, c'est 7%. Quand vous avez plus de 10% de plasmocytes, même si vous n'avez pas un myélome évolutif, c'est vraiment rare un myélome évolutif, vous avez un myélome de stade 1, la survie est moins bonne, les rechutes sont plus rapides, et donc pour ces malades-là, on fera plutôt une triplette qu'une doublette. Et l'autre chose, c'est la cytogénétique. Ce qui n'est pas bon dans le myélome, c'est pas bon comme les 1Q, c'est pas bon dans l'amylose, mais quand il y a une translocation 11-14, le bortezomib ne marche pas très bien, le MDEX marche mieux, et c'est quelque chose de fréquent. Quand il y a 50% des patients avec une amylose qui ont une translocation 11-14, et comme on voit sur cette vieille étude du centre de Heidelberg, quand vous avez un patient qui n'a que des chaînes légères, qui n'a pas d'immunoglobuline complète, 70% ont une translocation 11-14. Donc c'est extrêmement fréquent dans cette population de patients. Et c'est très important parce que le venetoclax, le traitement, l'inhibiteur de BCL2 qui marche très bien dans les LFC, a une efficacité remarquable dans les amyloses. Comme le montrent ces deux exemples, à gauche, le patient est en rémission complète alors qu'il répondait à rien après une semaine de venetoclax dex. Et à droite, ce patient qui avait bien répondu, mais à chaque fois rechuté, il est en rémission complète après 4 jours de venetoclax seul, et une rémission qui est maintenant, après plus d'1 an de recul, qui est toujours, on a fait 7 mois de traitement, et presque 1 an après, il est toujours en rémission. Il y a eu 2 études publiées sur l'efficacité du venetoclax dans les amyloses. C'est essentiellement quand il y a une translocation 11-14, et c'est 80% de réponse. Donc, on va essayer de faire des essais et d'avoir un RTU pour ce médicament dans les amyloses. Les autres critères de choix, ça va être l'insuffisance rénale. Il faut se dépêcher quand il y a une insuffisance rénale pour pas que le malade
soit dialysé. Quand il y a une atteinte hépatique, j'en ai parlé. Quand il y a une neuropathie, au contraire, on n'utilisera pas le bortezomib. Et puis les gens jeunes, chez qui quand même on garde l'idée de faire une autogreffe, on ne fera pas de melphalan pour pas esquinter la moelle. La place de l'auto, il y a vraiment des rares indications maintenant. C'est les patients avec une IgM et non répondeurs. On a beaucoup de mal à les faire répondre. Ceux avec un myélome symptomatique et pas d'atteinte cardiaque sévère. Les patients jeunes sans atteinte d'organes sévères réfractaires à 2 lignes de traitement, mais on a des nouveaux médicaments qui probablement marchent mieux que les autogreffes. Les études cliniques qui nous font évoluer aussi, c'est cette étude randomisée qu'on a fait, MDEX versus bortezomib Index, 110 patients, une étude européenne, et on a montré qu'il y avait plus de réponses dans le bras BMDEX, 69% versus 51%, surtout plus de réponses complètes avec une meilleure survie, mais qui était vrai uniquement pour les patients de stade 2, pas pour les patients de stade 1, pas pour les stades 3 malheureusement. Et là, il y avait un changement de traitement qui était un peu tardif dans cette étude, qui a une médiane de 1 an. Et c'est vraiment, il faut retenir que quand votre patient ne répond pas au traitement, il faut le changer. Il ne faut pas laisser un malade évoluer pendant 1 an sans réponse au niveau de la baisse des chaînes légères. Donc, ce qu'on a tendance à faire maintenant, en attendant d'introduire le daratumumab en première ligne, je vais en parler après, c'est qu'on garde le MDEX pour vraiment les moins graves, les patients qui n'ont pas d'atteinte rénale grave, pas une albumine complètement effondrée, pas une plasmocytose supérieure à 10%. Et on fait MDEX 2 cycles et on continue uniquement s'ils sont en très bonne réponse partielle après 2 cycles, sinon on rajoute en général du bortezomib. Et sinon, pour tous les autres, en particulier dès qu'il y a une atteinte cardiaque, on fait actuellement du bortezomib MDEX ou du VCD, donc du bortezomib endoxandex. Plutôt BMDEX quand il y a une translocation 14 ou beaucoup de chaînes légères, plutôt du VCD quand il y a une insuffisance rénale. Et on garde le MDEX pour les patients avec une neuropathie ou l'énalidomide-dex quand il n'y a pas de critères de gravité. On va essayer d'obtenir une très bonne réponse partielle et une réponse d'organe ou une réponse complète ou une DFLC inférieure à 10 mg. Il faut vraiment se rappeler qu'il faut changer vite de traitement en l'absence de réponse, parce qu'avec le bortezomib, la meilleure réponse, c'est 2 cycles, comme c'est montré dans cette étude. Pour les plus difficiles à prendre en charge, c'est les 3B. On n'a pas vraiment fait de progrès. On garde ce type de courbe de survie avec une médiane de survie de 3 mois chez ces malades. La seule façon vraiment de les en sortir, c'est de leur greffer le cœur, quand c'est possible, en faisant des greffes très précoces. Et donc ça, c'est une étude aux États-Unis, non randomisée. Il y a les 12 qui ont été transplantés, qui ont une excellente survie, les 13 qui ne l'ont pas été, qui ont une survie absolument abominable. Et c'est des patients qui vont mourir sur la liste de transplantation si on ne les transplante pas rapidement. Et donc sinon, ces patients avec une troponine élevée, puis un NT-proBNP à plus de 8500 ou un BNP à plus de 700, il faut les traiter en hospitalisation, il faut monitorer au mieux la tension artérielle, la fréquence cardiaque, optimiser l'hydratation, leur mettre un pacemaker ou un défibrillateur ou de la cordarone. Et puis on va faire, pour l'instant, vous avez du VCD ou du VMDEX, en modifiant très rapidement, en suivant les chaînes légères toutes les semaines et en rajoutant, en changeant de traitement s'ils ne sont pas répondeurs après 3 semaines. Il ne faut vraiment pas les laisser plus d'1 mois sans réponse. Et là, probablement, le daratumumab va avoir de la place. Il y a une étude en monothérapie actuellement pour les stades 3B qui va traiter 36 patients et on verra si c'est utile. Mais vous allez voir avec l'étude Andromeda, on fera probablement plus que simplement Daracel. Sinon, vous pouvez utiliser tous les autres médicaments du myélome, en particulier le pomalidomide qui marche mieux que le lénaludomide et la bendamustine et puis toutes les associations. Mais vraiment, ce qui change les choses maintenant, c'est le daratumumab. Donc, nous, on a fait la première phase 2 avec ce médicament chez 40 patients déjà traités qui avaient reçu une médiane de 3 traitements, souvent avec des maladies réfractaires, qui avaient une DFLC supérieure à 50 pour qu'on puisse juger de l'efficacité du traitement, et un NT-proBNP inférieur à 8500. Et on a eu 65% de réponses complètes chez ces malades qui vraiment étaient souvent réfractaires à leur traitement, avec des réponses très rapides, 50% de réponses après une seule injection, et puis des réponses longues, avec un suivi médian de 16 mois après l'arrêt du daratumumab, seulement 1 sur 9 qui avait
donc cet excellent critère de réponse avec la DFLC inférieure à 10 mg, ont été retraités. Et on a ce type de suivi chez ce patient qui avait une atteinte cardiaque, rénale, hépatique et osseuse, comme on peut voir sur cette IRM. Ça ressemble à un myélome, mais ce n'est pas un myélome, c'est vraiment des dépôts d'amylose qu'il y a au niveau des vertèbres sans plasmocytes. On voit qu'il n'avait pas répondu au VCD, bien répondu au VRD, mais rechuté assez vite avec le DARA. Il est en rémission maintenant, il est toujours en rémission, ce patient, ça fait 4 ans qu'on l'a traité. C'est l'isatuximab, qui est l'autre anti-CD38, a l'air de marcher aussi bien, 80% de réponse dans cette étude de phase 2. Et probablement, on va avoir un nouveau traitement de référence avec les résultats qui vont être publiés bientôt dans New England de l'étude Andromeda qui a comparé donc le VCD, le Cyborg-D, 6 cycles avec VCD plus daratumumab suivi de 2 ans de daratumumab, donc 370 malades, les inclusions qui ont été finies en juillet 2019, et clairement une bien meilleure réponse, 92% de réponse globale versus 77, et surtout 53% de réponse complète versus 18, et en particulier chez ceux qui ne répondent pas très bien aux portésomies, ceux qui ont une translocation OS14, avec le DARA, c'est 55% de réponse versus 13%. Donc, clairement, de bien meilleures réponses. Alors, si on regarde avec ce dont je vous ai parlé, les réponses, VCD DARA, c'est 80% de très bonnes réponses partielles, VCD, c'est 49%, BMDEX, c'est 55%. Donc, on améliore le taux de très bonnes réponses. Avec le venetoclax, on ne sait pas encore. Et ça se traduit, ces très bonnes réponses, par une amélioration importante du pourcentage de réponses d'organes, 42% versus 22% pour la réponse cardiaque, 54% versus 27% pour les réponses rénales. Et c'est sûr que la qualité de vie des patients est directement dépendante de ces réponses d'organes. Pour l'instant, il n'y a pas encore de différence de survie, et c'est probablement un peu tôt. Et puis, beaucoup de malades qui ne répondaient pas ont été récupérés par l'ajout de daratumumab pour ceux qui n'en avaient pas. Alors, il y a plein de questions qui se posent après les résultats de cette étude. Donc, VCD DARA, ils vont avoir l'AMM, ils vont faire une demande d'AMM, le labo Janssen, DARA. On peut se demander quel est le rôle de l'endoxan, ce n'est pas sûr que ça soit très utile. On peut se demander quelle doit être la durée du traitement. Andromeda, c'était 6 mois VCD DARA plus 2 ans de DARA. Dans AMI-DARA, on n'a fait que 6 mois de DARA seul, et on avait peu de rechutes chez les très bons répondeurs, donc on peut probablement arrêter avant 2 ans. S'il y a une translocation OS14, ça paraît très bien, mais peut-être que le venetoclax est encore mieux, et peut-être que l'association venetoclax-DARA là donnera des réponses encore meilleures. Et puis, il y a peut-être une synergie avec les IMID qui peut être intéressante, comme dans le myélome. Mais là, on va faire une étude chez les patients réfractaires avec de l'isatuximab, donc l'autre anti-CD38, avec du pomalidomide chez les patients en chute. Les Grecs ont fait une étude intéressante. Ils prenaient les patients qui étaient en réponse, mais pas en réponse complète. Ils rajoutaient 1 mois de daratumumab. Et ça marchait très bien. Ils augmentaient la réponse chez un bon nombre de patients avec des réponses quand ça marchait très, très longues. Donc ça peut être aussi une piste de faire des traitements par DARA relativement courts, au moins pour les pays qui n'ont pas les moyens de payer des traitements par daratumumab très, très longs. Donc, combien de temps on va traiter? En général, quand il y a une normalisation des chaînes légères, on fait au moins 2 cycles. Et la plupart du temps, on fait 6 cycles de traitement. C'est un peu une habitude. On ne fait pas de traitement d'entretien, sauf pour les malades qui ont vraiment une cytogénétique très, très mauvaise ou qui ont déjà rechuté, quand on traite une rechute. Et on va surveiller les chaînes légères et tous les marqueurs d'organes. Donc ça, c'est la patiente de tout à l'heure qui avait eu 11 ans de rémission, mais elle a un tout petit peu remonté ses chaînes légères et ça s'est traduit immédiatement par une réapparition de l'atteinte cardiaque, une augmentation du NT-proBNP. Donc, quand vous avez une atteinte cardiaque sévère, il faut absolument tolérer aucune rechute et retraiter très rapidement les patients. Cette dame, elle avait cette chaîne légère lambda qui était détectable dans les urines. On l'a retraitée par VCD. Heureusement, on l'a remis en rémission, elle va bien. Par contre, quand vous avez des malades qui ont une maladie moins sévère, comme ce patient qui avait une atteinte au niveau hépatique et rénal, mais pas d'atteinte cardiaque, en fait, il rechute à ce moment-là, en 2016, et puis ça arrive de temps en temps. Il n'y a pas d'augmentation progressive, mais on a une rechute qui n'évolue pas, avec les chaînes légères qui restent basses et qui sont en fait pas suffisamment hautes pour faire redémarrer la maladie. L'équilibre entre élimination et formation des dépôts, elle est toujours plus vers l'élimination, et on voit qu'il garde
un bilan hépatique complètement normal et pas d'atteinte rénale chez ce patient. Et donc là, il n'a pas besoin d'être retraité. Donc c'est vraiment la nécessité de retraiter, ça dépend de la sévérité de la maladie. Il faut surveiller le CG parce que souvent, quand ils ont une atteinte d'organes, petit à petit, on va voir apparaître en particulier des BAV avec des bradycardies progressives. Il faut les appareiller avant qu'ils fassent la bradycardie très profonde et qu'ils décèdent avec leur atteinte cardiaque. Donc, il faut les traiter plus ou moins rapidement en fonction de la gravité initiale. Dès qu'il y a une rechute de l'atteinte d'organes, sûrement que si la DFLC atteint 50% de la DFLC initiale, et quand il y a une aggravation de l'atteinte d'organes, il faut faire attention. Quelquefois, c'est simplement pour le rein la réduction néphronique. Pour le cœur, le fait que le cœur a été très esquinté au départ, et il n'y a pas souvent de nécessité de refaire de la chimiothérapie s'il n'y a pas de nouveau élévation des chaînes légères libres. Pour les patients, qu'est-ce qu'on fait pour les patients en rechute réfractaire? Ça dépend de ce qu'ils ont eu au départ. Ce qu'on avait montré dans cette étude qu'on avait fait avec les gens de l'hôpital Saint-Louis, c'est que pour les rechutes, les triplettes étaient mieux que les doublettes. Le VRD, c'était une excellente association. Quand le bortezomib a bien marché au départ, si la réponse est un peu longue, il marche très bien à la rechute. Et pour les patients qui n'ont pas eu du DARA, maintenant on fait systématiquement du daratumumab en rechute. Pour les patients avec une amylose IgM, on fait de la Herbinda, à réévaluer avec la pandémie Covid. Il faut essayer de les vacciner avant si possible. Et on rajoute du bortezomib quand ils répondent pas bien. Mais il faut se méfier de cette étude suivant cette étude de la Mayo Clinic, des patients qui ont une prolifération plasmocytaire où il faut faire des traitements de myélome mais pas de la BADA. Et pour terminer, les traitements pour éliminer les dépôts. Donc, il y en avait en 2018, on avait deux études qui étaient extrêmement prometteuses. C'était l'étude qui était faite en Angleterre avec un médicament qui s'appelle le CPHPC, en fait, qui élimine la SAP du sérum. La SAP, cette protéine qui a beaucoup d'affinité pour les dépôts. Et une fois qu'il n'y avait plus de SAP dans le sérum, ils injectaient des anticorps monoclonaux anti-SAP qui allaient se fixer sur les dépôts et qui recrutaient les macrophages pour éliminer les dépôts. Ça marchait très bien dans le foie, comme on le voit sur ces scintigraphies qu'ils font à Londres à la SAP, et même dans des amyloses héréditaires à la POA2, comme à droite, à POA1, où on voit que ça marche très bien alors qu'il n'y a aucun traitement pour ces formes héréditaires. Ils ont fait 2 études successives, ça a été très très lent, c'est un traitement compliqué, il faut 3 semaines d'hospitalisation. Ils n'ont pas réussi à montrer qu'il y avait une efficacité sur le rein ou sur le cœur. Il y a eu une vascularite sévère chez un patient et ils ont abandonné le programme, ce qui est vraiment dommage. L'autre anticorps, c'était le NeoD001 qui était censé reconnaître les oligomères de chaîne légère qui se forment dans le sérum et les dépôts. Donc, comme les oligomères sont toxiques pour le cœur, c'était très intéressant pour les patients avec une atteinte cardiaque. Une phase 2 avait montré que ça marchait très bien. Donc, il y a eu une phase 2B, une phase 3. Phase 2 contre placebo chez les patients déjà traités à 6 mois de leur chimiothérapie au moins avec une atteinte cardiaque persistante. Et phase 3, VCD plus ou moins NeoD ou placebo. Pas de différence dans l'étude de phase 2. Étude de futilité négative pour la phase 3. Et donc, le produit, là aussi, a été abandonné, au moins progressivement, parce qu'ils ont montré dans une sous-étude qu'il y avait une amélioration de la survie pour les patients avec une atteinte cardiaque grave. Donc, ils sont en train d'essayer de redémarrer une étude randomisée VCD plus ou moins NeoD chez les patients avec une étude cardiaque grave. Et puis, autre anticorps, là aussi, il y a une étude qui va commencer, randomisée phase 3 contre placebo, chez les patients de stade 3A et 3B. Là, ils sont assez gonflés parce que c'est des patients qui ont un devenir en général assez catastrophique. Donc, vraiment, ils croient à leurs produits. Alors, il y a beaucoup plus d'arguments pour penser qu'il reconnaît les dépôts d'amylose. C'est qu'il y a beaucoup d'études en scintigraphie. On peut l'utiliser comme marqueur des dépôts d'amylose. Il y a eu 2 études de phase 2 qui ont montré que ça marchait bien et que c'était bien toléré avec le VCD ou le VCD DARA. Dans cette 2e étude publiée à l'ASH l'année dernière. Il y avait, tous les patients avec une atteinte rénale avaient une réponse. Mais bon, ça peut être l'effet de la chimiothérapie et de la baisse des chaînes légères. Par contre, peu de réponses avec une atteinte cardiaque. Donc, on saura dans ces 2 études qui vont inclure un grand nombre de patients si on a un médicament pour éliminer les dépôts d'amylose. Donc, pour conclure, on a une amélioration vraiment très, très spectaculaire de la survie chez ces patients. Quand on regarde les courbes de la Mayo Clinic qui avaient permis de définir ce stade de la Mayo Clinic
patients essentiellement traités par MP, et maintenant, bon, ces courbes datent déjà de 2-3 ans, et maintenant on fait mieux avec le daratumumab et le venetoclax, mais on voit que quel que soit le stade, on a amélioré les choses, sauf pour ces patients de stade 3B qui continuent à mourir vraiment très rapidement, malheureusement, et pour lesquels il va falloir qu'on trouve quelque chose. Donc, il faut faire un diagnostic précoce, il ne faut pas se tromper de type d'amylose, il faut un traitement adapté à la sévérité et à la réponse, mesuré sur dosage et chaîne légère libre dans la majorité des cas. Il faut des traitements innovants pour les stades 3 les plus graves, et puis avec les anticorps, soit anti-CD38, soit peut-être qui vont permettre d'éliminer les dépôts. J'espère qu'on va encore améliorer la survie de ces malades. Donc, il y a des MOOC avec la filière Marie, il faudrait qu'on les remette à jour d'ailleurs, il y en a un sur l'amylose. Et puis ça, c'est notre site internet. C'est facile à trouver en tapant Amylosaël sur Google, et on essaie de mettre le maximum de choses dessus, et vous avez tous les renseignements pour nous contacter.